l'invitation. Donc c'est difficile de parler après Jules Deliquet, c'est après les artistes, la sociologie. Vous avez mangé votre pain blanc. Maintenant, on va arriver aux chiffres et à la statistique. Bon, alors je vais commencer juste, après je m'assois, parce que j'ai bien compris qu'il fallait que ce soit informel. Et puis, justement, moi je vais commencer par mes années de lycée aussi, parce que je suis maintenant assez âgé, je viens d'avoir 65 ans, je suis en retraite dans 3 mois. Et j'ai un souvenir très mitigé de mon lycée, parce que j'avais la chance ou la malchance d'être un élève bon en maths, donc j'ai fait à l'époque ce qu'on appelle un bac C, 9 heures de maths en terminale et 6 heures de physique. Et le samedi matin, 2 heures de maths, 2 heures de physique. On passait tous à l'estrade. La prof de maths était une normalienne très exigeante. Et tout d'un coup, en terminale, j'ai découvert la philosophie et l'histoire. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qui m'intéresse. Même si notre prof de philo était un marxiste althusserien qui nous prenait pour des cons, parce qu'on était, soi-disant pour lui, anciens, donc des enfants de bourgeois. Mais on a un prof d'histoire, catho de gauche, Solidarność, très sympa. Et donc j'ai adoré l'histoire et la philo et l'histoire. Et je me suis dit, mince, j'ai raté mon orientation. Ce qui fait qu'après, j'ai fait de l'éco pour rentabiliser mes maths. Après, j'ai fait Sciences Po pour m'emmerder. Et après, je suis enfin devenu sociologue, mais à 28 ans. Donc, j'ai toujours été marqué par ça, et justement, en écoutant ce matin les élèves parler de leur lycée idéal, l'un d'entre eux qui est dans la salle disait que finalement il a fait un bac littéraire, mais il aurait voulu faire un bac STMG. Voilà, on n'agit pas tout seul, on est agi par des structures. Voilà, donc j'ai fait un plan, mais rassurez-vous, c'est juste au début le tableau. Donc je vais faire reprendre de voler les guillemets de le bac 2D à tout le monde, revenir sur des chiffres de base que certains d'entre vous connaissent et peut-être d'autres ne connaissent pas. Je sais que pas mal de professeurs, je sais que vous avez beaucoup de boulot, vous êtes souvent épuisés, etc. Et en général, les statistiques sociales, c'est pas toujours bien connu dans le monde enseignant, et je trouve que c'est dommage. Donc j'ai fait un petit rappel historique. Après, je reviens sur les 2 livres, et puis après, je vais revenir, je ne vais pas être trop long, mais revenir sur une expérimentation sociologico-théâtrale avec un copain metteur en scène, Dominique Lurcel, qui met en scène en ce moment à la cartoucherie une saison de Machette. Et il a monté un spectacle tiré des Belloumi, et il a eu déjà 150 représentations au lycée, et moi j'ai fait plus de 50 conférences Belloumi dans les lycées de France et de Navarre, et donc je pense avoir une sorte de petite impression subjective qui peut être intéressante de ces passages. Donc je reviens sur juste des courbes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau graphique. Moi je passe mon temps à dire aux étudiants, il y a des beaux graphiques. Donc c'est l'évolution du bac de 1920 à 2013, donc vous voyez l'ensemble des bacs, ça démarre à partir de là, l'envolée. Et puis on voit, très important, bien sûr, les bacs généraux, mais ne jamais oublier que le bac est donné à tout le monde, il faut toujours intégrer le bac pro, le pauvre bac pro qui est toujours oublié. Et parce que bien sûr, vous savez, c'est pas le meilleur des bacs, entre guillemets, dans la hiérarchie des bacs, mais il faut toujours avoir en tête que quand on parle du bac, on parle de 3 bacs, les bacs généraux, les bacs technologiques et les bacs professionnels. Et ici, d'après ce que j'ai compris, on est plutôt dans un bac général. Deuxième catégorie intéressante, les inégalités sociales. Tout le monde n'a pas le même bac. Donc là, c'est une enquête panel de l'ADEB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les stats, un très bel outil que le monde entier nous envie. Tous les 6 ans, on a 10 000 élèves qui sont choisis de la 6e à terminale, ce qu'on appelle des parcours longitudinaux. Et là, on s'aperçoit que, bien évidemment, tout le monde n'a pas le bac. C'est les enfants d'enseignants, 87%, enfants de chefs d'entreprise. Par contre, enfants d'ouvriers qualifiés, 39% seulement des ouvriers non qualifiés ont un bac général. Donc voilà, dès qu'on parle de ces questions-là, il faut insister sur la différenciation des bacs et bien sûr les inégalités sociales à l'intérieur de ces bacs. Alors là, j'insiste beaucoup, grâce à un panel, on peut repérer les origines migratoires. Parce que vous avez vu aujourd'hui, j'aurais dû commencer par m'excuser de parler en tant qu'homme blanc de plus de 60 ans. Donc ces catégorisations sont ravageuses à mon avis. On a fait un bouquin avec Noiriel contre cette racialisation. Donc, on a, grâce à ça, quand même, des données statistiques intéressantes. Je vais prendre, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les enfants d'origine maghrébine, cette ligne. On s'aperçoit que des filles réussissent mieux que les garçons, 36% en général, 25% des garçons. Mais c'est là où c'est intéressant, dans l'image sociale, quand je présente ça dans les lycées, très souvent, les élèves pensent qu'au lieu d'avoir 25% de jeunes d'origine maghrébine qui ont le bac, en général, ils pensent qu'il n'y en a que 5%. Donc c'est très important de dire que certes, les filles d'origine maghrébine réussissent globalement mieux que les garçons, mais tous les garçons d'origine maghrébine ne sont pas dans l'échec scolaire. Et pour vous donner un autre exemple qui est intéressant, j'adore ce tableau. Là, c'est un graphique de 2019 tiré dans la revue Éducation et Formation. C'est une revue en ligne que personne ne lit, mais vous avez le droit de lire ça. Éducation et Formation, c'est gratuit, c'est le ministère qui met ça en ligne.
un très bel article de Yael Brinbaum. Donc là, on a, c'est tout bac confondu. Hein. Bac généraux, bac généraux, mais quand même, on s'aperçoit que l'écart garçon-fille en France, il est 10 points en faveur des filles. Les filles sont en jaune, violet, les garçons en violet. Et on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences selon les origines migratoires. Ce sont les enfants d'origine subsaharienne où l'écart garçon-fille est le plus accentué au détriment des garçons. Ce sont les enfants d'origine asiatique, Chine, etc., qui réussissent le mieux à l'école aujourd'hui, avec un très faible écart garçon-fille, que de 4 points. Donc ce graphique-là, quand je le montre aux élèves, parce que je fais ces conférences, je commence par ce graphique-là, ça les fait beaucoup parler. Je leur dis, il n'y a pas un génie mathématique chez les Chinois ou les Asiatiques. Il y a beaucoup de familles nombreuses, très grande attention à l'école, très grand investissement des parents, etc. Il n'y a pas de mystère. Et puis pour les Turcs, c'est intéressant, c'est eux qui sont le moins bacheliers, parce que les Turcs, comme vous savez, il faut toujours lier l'école et le marché du travail. Les Turcs ont, les parents turcs ont souvent des petites entreprises, PME, artisans, etc. Et comme les Portugais il y a 20-30 ans, c'est la catégorie migratoire qui est la plus orientée vers le marché du travail, sortie d'école assez tôt, parce qu'ils ont des opportunités de niche, entre guillemets, ethnique sur le marché du travail. Donc c'est juste là, voilà, c'est des petites statistiques pour vous. Et puis on arrive à ce tableau intéressant sur, effectivement, ne pas aussi considérer que tout le monde a le bac. Hein. On s'aperçoit quand même que près d'un quart aujourd'hui des Français n'ont pas atteint au niveau bac. Hein. Donc il faut toujours avoir ces ordres de grandeur en tête si on veut raisonner un peu sur ces questions-là. Alors une fois que j'ai fait... Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je vais revenir dans un deuxième point sur ce livre et celui qui a suivi. Donc l'affiche était bien faite, c'est un graphisme. Donc, quand j'ai fait cette enquête, alors, je vais quand même insister sur ce point très important, 80% au bac, c'est une politique Chevènement 84-85 qui revient du Japon, mission productivité, les ouvriers sont japonais, les ouvriers japonais sont bacheliers, donc on va importer ce modèle de la compétitivité japonaise en France en élevant le niveau de formation très drastiquement, puisqu'on était à 35% de bacheliers en général. Et donc, Chevènement crée le bac pro pour parvenir à cette réussite de 80%. 10 ans plus tard, quand même, on est à 65%. Donc, imaginez bien, ces années 85-95, elles ont été le fruit d'un immense effort, y compris financier. C'est là où le budget de l'éducation nationale dépasse le budget militaire. C'est à la suite de cette politique des 80% au bac et après. Et moi, j'ai enquêté, je faisais ma thèse avec Pialou à Montbéliard, en région ouvrière, etc. Et j'ai eu la chance d'être là, de saisir ce moment-là, où ces enfants d'ouvriers qui, pour la plupart, allaient en lycée professionnel, en LEP, comme ils disaient, pour faire un CAP, un BEP, se sont vus autoriser l'entrée au lycée général, puisque par ordre ministériel et ordre des rectorats, les conseils de classe et les proviseurs relayaient l'ordre massif. Il faut abaisser la barrière d'entrée à l'entrée en seconde, il faut ouvrir le lycée. Donc j'ai pu assister à plein de conseils de classe, plein de choses vraiment intéressantes, et je me suis dit, hein, j'ai travaillé en interviewant et suivant pendant plusieurs années ces élèves de milieux populaires, habitant en cité HLM, beaucoup d'enfants d'immigrés, marocains, turcs, etc. Et je les ai suivis. Et je les ai suivis justement ce moment de bascule. Ils ont le bac, la plupart d'entre eux, notamment dans les bacs littéraires, font un bac littéraire mais ne lisent pas une ligne. J'ai fait un très bel entretien avec une fille d'origine serbe qui me racontait qu'elle adorait la littérature mais qu'elle n'aimait pas lire, ou qu'à Noël, elle se faisait offrir des livres de Paul Lusselitzer. Bon, donc j'ai travaillé sur les contradictions sociales de ces enfants d'immigrés, d'enfants d'ouvriers qui sont propulsés au lycée malgré eux. J'ai appelé ça des lycéens par effraction. Pourquoi par effraction? Parce que bien sûr la norme sociale très puissante, c'est ce qu'avait dit Lucie Tanguy à cette époque. En créant cette politique, on a créé une norme sociale très puissante. Il y a les élus, qui seront au niveau bac, et les autres, les réprouvés. Et c'est ce grand partage, on parle aussi pas d'État, dans sa très belle thèse, qui aujourd'hui organise encore. Ce que j'ai montré il y a 20 ans, ça reste très actuel. Et donc, dans ce travail-là, j'ai essayé de montrer justement quelque chose que vous, j'imagine, dans vos classes en lycée, vous connaissez bien, hein, ce que j'ai appelé cette demi-acculturation scolaire d'enfants de milieux populaires qui débarquent au lycée, mais qui n'ont pas les codes sociaux, pas les codes culturels, ça, et qui, pour certains, bien sûr, chopent les codes. Mais une grande partie d'entre eux sont comme ça, comme me disait Nassim. C'était mon informateur numéro 1. Moi, je frise la moyenne. Hein. Mon objectif, c'est ça. Je frise la moyenne. Il a eu son bac à l'oral. Il a fait une première année d'AES et il a raté. Hein. Donc, on a
ce processus-là qui est assez important à étudier. Et ce que je voulais juste dire, c'est que dans ce livre-là, j'avais fait un débat à l'époque sur une émission de télé que personne ne regardait sur la 5 entre 11h et midi le dimanche. J'avais d'un côté Patrick Weil et de l'autre côté Alain Finkielkraut. Et moi j'étais nobody, quoi. Personne ne me connaissait, j'arrive, il m'invite, tant mieux, j'accepte. Et là, pendant toute la séance, Finkielkraut, il n'arrêtait pas de pouffer, il n'en pouvait plus de mes conneries, à ses yeux bien sûr. Et à la fin, il a dit, ben oui, j'ai bien... Vous avez raison, Stéphane Bou, ça prouve bien que c'est un échec. J'ai dit non, c'est pas un échec, c'est ambivalent. C'est ambivalent. Cette politique de poursuite d'études, c'est ambivalent. Ça donne les armes à certains, puis en même temps, effectivement, le grand problème, et ça c'est un truc qui me tient à cœur, c'est qu'on n'a jamais réfléchi à l'articulation lycée-université. On n'a jamais réfléchi à ça, et bien évidemment, en première année, j'ai oublié de le dire aux élèves ce matin, voilà, la fac, c'est pas... on n'est pas condamné à mort quand on fait la fac, bien au contraire. On peut faire plein de choses passionnantes en fac, mais le plus dur à la fac, c'est la sociabilité étudiante. Parce que quand vous êtes en école de commerce à Sciences Po où je suis, vous avez 5 clubs, 10 clubs, 30 clubs, vous êtes club de bridge, club de théâtre, club de musique, plein de clubs, tout de suite intégration, etc. À la fac, ils sont isolés. Dites à vos élèves de partir à 2 en fac. C'est essentiel pour être soutenus. Parce que c'est dur l'anonymat de la fac dans ses amphis, etc., etc. Et ça, bien sûr, cette anecdote, mais ça va vous parler notamment pour les syndicalistes dans la salle. Quand j'ai fait ce bouquin-là, 0 écho du côté syndical. Un an plus tard, la co-directrice, qui était prof de SES, Gisèle Jean, m'invite quand même à un congrès du SNES. Je présente le bouquin, à peu près 80 délégués du SNES. Très peu avaient lu le bouquin. Et quand je présente mes résultats, c'est un moment génial que je mets dans la postface du bouquin, où tout un tas de jeunes, de femmes, pas de jeunes, de femmes de 40-50 ans, souvent des profs de maths et de physique, souvent d'origine populaire, ont apostrophé la directrice du SNES. On dit, mais nous, on l'a bien dit, ça fait des ans qu'on fait remonter l'information. Cette politique-là, il faut l'accompagner. On ne peut pas faire venir comme ça. Si on prend, il y a des profs de français dans la salle, si on prend le canon des... Voilà, il faut commencer par Richard Wright, ou un tas d'écrivains accessibles, puis après, peut-être en terminale, on peut faire Montaigne. Mais vous voyez, le programme, moi, ça m'a toujours énervé. Le niveau d'exigence des professeurs du programme de français tout au long du lycée, il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire du bas de gamme, mais il faut bien sûr accompagner, donner, c'est ce qu'a dit très bien ici Julie Deliquet, accompagner, donner le goût de la culture. Ça ne se donne pas comme ça par en haut, par une parole magistrale. C'est bien sûr un tas de... Et certains enseignants d'ailleurs le font très très bien, mais ça demande beaucoup de choses. Et du côté bien sûr des inspections générales, des agrégés de lettres, normaliens, agrégés de lettres classiques, jamais ils vont lâcher bas, jamais ils vont lâcher. Il faut le canon classique. Mais si on fait une petite démocratisation, il faut s'en donner les moyens. Et je pense qu'effectivement, depuis 20 ans, on est toujours là, dans cette espèce d'entre-deux, parce qu'on n'a pas mis les choses... moi, quand j'étais jeune pion, j'ai oublié de dire que mes parents détestent les profs, c'est pour ça que je suis devenu prof. Donc moi, j'ai découvert le monde des enseignants. J'ai découvert la réforme Prost. La réforme Prost, en 83, j'étais pion, et j'ai pendant une année assisté à cette réforme où on discutait, les profs discutaient de l'école, du lycée. Entre eux, il y avait des débats. C'était passionnant. Tout ça a été largement abandonné. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Oui. Donc, je suis là pour la monopoliser, d'accord. Mais dans un premier temps, dire ce résultat-là, ce qui me frappe le plus, parce qu'aujourd'hui encore, j'ai des élèves de terminale et de première qui m'envoient des lettres après avoir lu ce bouquin, 20 ans plus tard. Et ils me disent tous, mais ce que vous avez décrit là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour vous montrer, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais pour ceux qui s'intéressent, quand ce livre est sorti, 2 ans plus tard, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Pays de malheur. Un jeune de cité écrit un sociologue. Il avait lu ce bouquin. Il était à emploi jeune en bibliothèque, raté sa 2e année d'histoire, il a eu la première année. Enfant d'immigrés marocains, 6 enfants, c'est le 5e. Bon élève, assez ascolaire, il a son bac en candidat libre, et très historien. Aujourd'hui encore, je le vois, il lit une année tout Simone Veil avec le W, toute l'année à Rennes, c'est un intello de cité. Et donc, il m'a envoyé un mail qui s'appelle, intitulé « Mille merci », où il me remercie pour ce livre. Il dit « Mais comment vous avez fait pour raconter mon histoire alors que ces 5 jeunes de Montbéliard, ils habitent à 500 km de chez moi, à Lyon ?» Et la suite de ce mail, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un mail comme ça. J'ai pu dire à mon père, tu vois, ça sert à quelque chose à ce sujet. Regarde le mail que j'ai reçu, papa. Parce que mon frère jumeau est prof de droit, very serious. Tandis que moi, je suis sociologue, un peu moins. Donc, j'ai passé mon temps dans la famille à essayer de défendre la sociologie. Donc, après, on a eu un échange mail très intéressant, justement, sur tout son parcours.
son parcours au sein du lycée qui était très proche et très intéressant. Donc, je fais la culbute 15 ans plus tard, je fais ce bouquin La France des boulimie, comme vous l'avez très bien dit. C'est un livre qui essaie de montrer, là aussi c'est un livre important parce que, à mes yeux, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de ces questions-là, on a bien sûr un débat très idéologisé. Et d'un côté, c'est CNews, Zemmour et toutes les horreurs qu'ils peuvent raconter tous les jours, à savoir ces enfants d'immigrés maghrébins, ils sont inassimilables, inintégrables, bons à remigration vers l'Afrique du Nord. Et de l'autre côté, une partie de la gauche intellectuelle qui tend à décrire ce groupe-là sous ses aspects les plus sombres, sous la forme de victimes du néocolonialisme, victimes du racisme, victimes de la discrimination. Et je pense très important que les sociologues disent autre chose, dans un entre-deux, à mon avis, qui est plus juste. À savoir, bien évidemment, il y a la mort de Naël, il y a un tas d'enfants d'immigrés maghrébins qui sont relégués en LEP, etc., et qui sont, beaucoup d'entre eux, en prison. Ça fait 2 mois que je fais des cours en prison, je les rencontre dans ces cours en prison. Mais au milieu, il y a cette France des Belloumi, que vous formez. Depuis 20 ans, 30 ans, les lycées forment des classes moyennes issues de l'immigration maghrébine, issues de l'immigration turque, issues de l'immigration asiatique. C'est très important de savoir ça. C'est très important que, voilà, de dire, voilà, grâce à ça, grâce à ce lycée, grâce à votre formation, un tas de jeunes, bien sûr, ils n'ont pas médecine, bien sûr, ils n'ont pas l'X, bien sûr, ils n'ont pas Sciences Po, etc. Mais c'est pas grave. Ils ont l'école d'infirmière, ils ont des BTS, ils ont des IUT, ils ont des niveaux de Bac+3. C'est ça à quoi sert le lycée et l'université principalement. C'est à former des classes moyennes, mais c'est pas rien dans un pays. Alors, regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, etc., etc. Donc, dans ce livre, justement, j'essaie de montrer 8 enfants, 5 filles, Bac+4, 3 garçons, pas un à le bac général. Et c'est là, par rapport au bac, quand je fais l'entretien avec les garçons, bien sûr, beaucoup de temps, ils auront du mal à m'en parler. La scolarité, c'est une cicatrice. Ils ont du mal à m'en parler. Mais quand même, j'obtiens quelques temps d'entretien. Mais surtout, ce qu'ils me disent, effectivement, c'est un truc tout bête. Le fait que le deuxième garçon, Asdine, qui est devenu chauffeur de bus RATP, le fait qu'il ait un bac professionnel, ça lui permet, à un moment donné, de passer le concours et de devenir chauffeur de bus RATP, assimilé fonctionnaire. Il revient chez lui, son père, ouvrier du bâtiment, qui s'est arrêté à 40 ans pour cause de problèmes pulmonaires. Son père pleure quand il le voit arriver parce qu'il a l'uniforme de la RATP et qu'il est à l'abri de la précarité. J'explique toujours ça à mes étudiants. Le père ouvrier non qualifié dans le bâtiment, fils chauffeur de bus RATP, c'est une mobilité sociale ascendante. Celle dont on ne parle jamais, parce qu'on se concentre sur Rachid Dati, les gens qui arrivent à Bac+5, Bac+10, mais non, cette petite mobilité ascendante, elle est formidable, elle est très importante, d'où l'importance, effectivement, de ce fameux niveau bac, parce que quand on a le bac, même si c'est un bac professionnel, on a un tas d'opportunités qui s'ouvrent à vous en termes de formation. Alors que les 2 frères m'ont toujours dit, regretté, parce que dans le boulot, effectivement, le fait de ne pas avoir un bac, dans les projets de formation professionnelle, ça devient compliqué quand on n'a pas le bac. Dernière chose, sur mon 3e point, sur mon expérimentation, parce que c'est vos questions après. Donc ça fait, depuis la sortie du livre, j'avais été invité par une prof d'allemand et de SES au lycée du Raincy. Il y avait 120 jeunes qui m'avaient, pendant 1 heure, au mois d'avril 2018, j'ai présenté ce bouquin. Et après, il y a eu des retours super des élèves, notamment un garçon qui a dit à sa prof le lendemain en cours, c'était bien, il a parlé de nous, enfants d'immigrés maghrébins, mais pas comme à la télé. Et donc, à la suite de cette première conférence, j'ai trouvé génial le retour, parce qu'après, ils m'ont envoyé des mails, etc. Et donc, j'ai organisé moi-même, il n'y a pas encore le Pass Culture, un tas de conférences que j'appelle conférences Belloumi, dans un tas de lycées. Donc, j'ai fait plus de 50 présentations en 3 ans, et à la fin, je suis passé un questionnaire. Et parallèlement, comme Dominique Lurcel a mis en scène les premiers entretiens que j'ai fait avec Samira Belloumi, une sorte de vie, on a un double dispositif. Moi, je présente la conférence et quelques jours plus tard, ou 15 jours plus tard, Dominique Lurcel présente la pièce qui est un dialogue. Il joue mon rôle de sociologue. Samira Belloumi est jouée par une actrice et elle raconte sa vie de fille d'immigrés, aînée d'une famille de 8 enfants qui arrive à avoir son bac ES, ils sont que 6% à l'époque, et arrive à avoir l'école d'infirmière et maintenant elle est cadre infirmier et maintenant elle est cadre supérieur, elle est à PHP. Et donc, elle raconte tout ça de manière très très sensible et émotif, puisque sa mère voulait la marier à 16 ans, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que à la suite, on va
va sortir un livre au mois de novembre au bord de l'eau qui raconte cette expérience, ça s'appelle Passeport pour la liberté, où Dominique Le Sal raconte justement ce que Julie a raconté, à quel point le fait de mettre ça en scène, au théâtre, à quel point ça touche un certain nombre de jeunes, à quel point ils sont intéressés, donc c'est aussi par rapport à ça, lycée idéal. C'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation de ce type, ça les sort un peu des cours, et c'est intéressant de voir comment ils sont actifs, réactifs, pareil après mes conférences. La réaction qu'on a tous les deux, Dominique Le Sal, depuis 4 ans qu'on sillonne un peu les lycées, c'est à quel point une partie de ces jeunesses est à l'opposé de la manière dont on les décrit. Ça, c'est un résultat quand même assez essentiel. Deuxième résultat qui va vous marquer, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, les situations de profs de lycée, il y a une profonde crise et démoralisation professionnelle liée aux effets terribles et en cascade de cette réforme du bac. Et la chose principale que nous disent les profs quand on vient leur parler, et ça je pense que c'est très important, je parle devant monsieur le proviseur et d'autres proviseurs, à quel point c'est important de faire venir des gens de l'extérieur aussi, et bien sûr parce que les profs nous disent on respire, c'est un temps de respiration pour nous, parce que vous savez tous, vous n'avez pas le temps de respirer, vous êtes stressé, le programme infaisable, le bac infaisable, tout devient infaisable. Et j'ai fait l'an dernier à Sciences Po Lille avec des étudiants une série d'entretiens sur le malaise des profs. C'est pas le malaise, c'est la crise des profs. Et je voulais vous dire ça, voilà, courage, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vous a mis dans des situations totalement impossibles et que ce genre d'expérience, voilà, ça permet de temps en temps de sortir de ce quotidien. Je ne dis pas qu'il est tout le temps sombre, mais voilà, vous savez tous, la course vers le bac. Aujourd'hui, moi j'ai ma femme qui a fait un remplacement dans son lycée parce qu'il n'y a plus de profs de SES. Elle me dit, voilà, au mois d'avril, le bac est passé, les élèves, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? Je dis ça aussi, bien sûr, pour les publics. C'est important. On a un système scolaire aujourd'hui qui fonctionne totalement, non pas à l'envers, mais avec à mon avis, des dysfonctionnements très graves. Je voulais juste finir par cet texte, parce que l'essentiel, c'est que vous me posiez des questions et que vous me contestiez. Si bon, donc ça, c'est Inès qui me pose une question. Voilà, ce type de... Voilà, j'ai reçu plein de mails de ce type. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, grâce aux mails, les élèves vous interrogent pour... Voilà. Donc, bien sûr, elle pense que j'ai que ça à faire, mais j'ai quand même... J'ai presque ça à faire. C'est une blague entre ma femme et moi. Quand les copains viennent à la maison, qu'est-ce qu'il fait Stéphane? Elle me dit, il disait tout le temps, il fait rien. Parce qu'une prof de lycée, ça corrige ses copies, etc. Alors moi, j'ai le temps de lire. Donc, évidemment, j'ai le temps de les répondre et je vais faire en partie son exposé. Elle a eu une bonne note. Voilà. Donc maintenant, je suis à votre écoute pour des questions. Je vais rester assis comme les artistes, il n'y a pas de raison que je me mette debout. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'avais une question un peu sur la comparaison de ce que vous avez pu observer du coup quand vous avez publié le livre 80% au bac et après, et un peu ce qui se passe maintenant sur le discours qu'on porte à l'école et notamment sur la mobilité sociale possible grâce à la massification, la démocratisation, etc. Vous disiez qu'à l'époque, il y avait quand même du coup une promesse faite aux élèves, ou en tout cas aux classes populaires, de pouvoir accéder au lycée, et ensuite de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, et que quelque part, bah oui, enfin, à la fin, il y avait une certaine satisfaction, parce que le bac leur avait ouvert des portes qui avaient permis vous disiez, de sortir de la précarité par rapport aux parents, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que ce discours-là de formation, donc il est toujours porté, mais on insiste beaucoup plus sur la possibilité, grâce à l'école, d'accéder à n'importe quelle position sociale, et notamment aux plus hautes. On ne dit plus qu'on cherche à former les classes moyennes pour être infirmière, etc., mais qu'il faudrait que tout le monde puisse rentrer justement à Sciences Po, puisse rentrer à X, etc. Et c'est une promesse qu'on donne et qu'on redonne aux élèves systématiquement. Les politiques d'ouverture sociale, les CEP de Sciences Po Paris qui existent aussi, qui existent ici, les ateliers Premier Campus, etc., qui permettent effectivement à tout le monde de progresser, mais remettre dans la tête des élèves systématiquement que c'est uniquement ces filières d'élite-là qui comptent et que du coup, il faut qu'ils puissent y accéder. Et ça, moi, j'ai l'impression au fur et à mesure que ça alimente une frustration et une amertume encore plus forte chez les classes populaires qui, justement, quand ils deviennent infirmiers ou quand ils ont accès à des BTS ou à des BUT ou juste à l'université, ils n'ont pas l'impression d'avoir réussi, en fait. Et c'est dur, je trouve, de
nous-mêmes dans l'accompagnement en terminale, enfin tout au long du lycée jusqu'en terminale, à la fois d'essayer de les mener vers ces parcours de formation d'enseignement supérieur qui sont tout à fait légitimes et qui sont très bien, et en même temps, quand nous on leur adresse ce discours-là, ils ont l'impression qu'on les relègue déjà dans quelque chose qui n'est pas suffisamment bien, parce que le discours politique ambiant veut que justement ils aillent jusqu'à l'excellence. Et je me dis, est-ce que... j'avais lu le truc « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» où ils finissent là-dessus, c'est du Rubella et Dubé qui avaient écrit ça, je crois, qui finissent là-dessus, et sur les déçus de la démocratisation scolaire, et sur l'impact politique que ça a en plus ensuite en termes de rupture de ces individus face à la République et face à ce que la République leur a promis et que justement elle n'a pas tenu quelque part. Et comment nous on peut faire en fait pour à la fois ne pas limiter l'ambition et en même temps essayer de les mettre dans des parcours de réussite en valorisant ces formations de classe, de professions intermédiaires, quoi, pour aboutir à des professions intermédiaires, alors que le discours politique le porte plus du tout, quoi. Merci, tout ce que vous dites est très juste. J'irai dans votre sens, entre guillemets, puis je connais les positions du Rubella et du Dubé, en disant Dubé parle des vaincus de l'ordre scolaire. Je pense effectivement on est dans un moment un peu compliqué, où, surtout pour vous les enseignants, parce que d'un côté, si je pense que c'est aussi là, il faut un travail un peu fin, parce qu'on est un peu sur une ligne de crête. Parce que soit, effectivement, il faut éviter l'inflation des aspirations scolaires, qui sont d'ailleurs très différenciées socialement. Il y a une très belle enquête de Marco Roberti à Sciences Po par population qui montre que, par exemple, c'est quelque chose de très fort dans les familles maghrébines. Une très forte inflation des aspirations scolaires. En fin de troisième, les mères qui n'ont pas fait d'études veulent toutes que leurs filles ou leurs fils deviennent médecins, vétérinaires, etc. Donc, comment réduire cette inflation, c'est pas facile, mais je pense que les données statistiques peuvent être intéressantes si on les utilise bien, en disant voilà, mais regardez combien de pourcentage deviennent polytechniciens, c'est quoi les pourcentages à Sciences Po, il y a 15 000 demandes à l'entrée, on n'en prend que 1000, ça fait voilà, pas beaucoup. Voilà, et en même temps, effectivement, ce que vous dites est important, l'idéologie globale fait qu'on va que voir l'excellence sans voir ce qui se passe à côté. Donc, tout à l'heure, la séance précédente, j'ai fait référence à un film que certains ont déjà vu, mais que je trouve sublime, le film de Madame Hoffman, de Sébastien Lifshitz, sur cette femme infirmière qui prend sa retraite. Voilà, faites voir ces genres de films à ces élèves pour montrer que, bien sûr, être infirmière, c'est pas le top, mais en même temps, il y a énormément de satisfaction professionnelle. Cette femme qui est sous stress en permanence, quand elle a ses aides-soignantes avec elle, le rapport avec son chef de service, quand on pénètre dans ce film, on se dit, tiens, c'est un beau métier. Je ne dis pas que c'est un métier facile, mais je pense qu'effectivement, la question, c'est la représentation sociale des métiers. Puisque, voilà, joueur de foot professionnel, polytechnicien, grand manager, etc., Joseph Menman, mais tous les autres, les salariés ordinaires, on ne les voit pas. Je pense que, donc, moi, je n'ai pas de solution à vous donner. Je pense qu'il faut trouver ce juste milieu, ne pas mettre dans la tête des élèves des rêves inaccessibles. Quoi. La question centrale, donc, je fais quoi ma thèse, je donne toujours cet exemple qui m'avait beaucoup marqué. Quand je fais ma thèse, je vais rencontrer, en 93, je vois Madame Schoeller, qui est une proviseure à Montbéliard, d'un des plus gros bahuts de Montbéliard. Et elle me voit, elle me dit, écoutez, monsieur Beau, laissez-moi 5 minutes, il faut que je me remette. Je viens de voir un papa turc, je viens de faire pleurer un papa turc, parce que son fils est en seconde, il redouble sa seconde, il a au premier trimestre 4 et 3 en maths et en physique, et j'ai dû dire à ce papa turc que jamais son fils ne fera médecine. Donc elle a fait le sale boulot. Et vous, j'imagine que dans les salles de conseil de classe, etc., malheureusement, les profs, et en plus avec Parcoursup, multiplié par 10, vous devez faire ce sale boulot de noter, classer, etc. Et je pense, je suis obligé de le faire, mais c'est important de cadrer scolairement les élèves pour dire qu'effectivement, à partir d'un certain niveau, on peut s'autoriser ça. Il ne s'agit pas de s'interdire a priori, mais il y a quand même des possibilités de dire, si tu fais ça, tu as beaucoup plus de chances que. Et bien sûr, là, c'est un discours que je tiens mordicus, même si je suis un renégat, parce que j'ai quitté la fac de Poitiers pour venir à Sciences Po Lille, mais pour des raisons sur lesquelles je passe ici, mais globalement, moi, je suis un défenseur de l'université, parce qu'à l'université, si on choisit bien sa matière, si on est épaulé, si on est avec d'autres copains, c'est une voie de réussite aussi. Et c'est aussi à l'université qu'on peut... Moi, j'ai vécu ça comme ça. L'université, pour moi, ça a été... J'ai fait la fac d'éco après mon bac C, et j'ai jamais été aussi heureux que ces 3 années de fac, parce que j'avais du temps pour apprendre plein de choses et m'ouvrir.
Donc là aussi, je pense que pour des raisons liées à l'orientation, on sait tous que l'université, c'est la dernière roue du carrosse. Et ça, c'est vraiment très compliqué, c'est une pente très difficile à remonter, peut-être parce que aussi les enseignants universitaires n'ont fait pas le boulot, d'aller dans les lycées, dans les forums pour dire, attention, un exemple, la fac de géographie, elle est sous-demandée. Mais quand vous faites une fac de géographie, vous pouvez faire ensuite de l'aménagement du territoire, du monde rural, vous avez plein de débouchés professionnels avec des disciplines très intéressantes. Et alors donc pourquoi ça? Pourquoi les géographes, pourquoi les historiens ne font pas le boulot pour dire voilà, mais venez chez nous, vous allez faire des choses intéressantes. Quand on est historien, on peut devenir journaliste, on peut devenir prof d'histoire, on peut devenir archiviste, on peut devenir plein de choses. Mais je pars un peu de côté. Excusez-moi. Bon. Oui, pour répondre à la dernière partie de ce que vous venez de dire, oui, il ne marche pas le micro là? Si. Ah oui, je tiens plus près, j'ai pas l'habitude. Mais effectivement, il faut diversifier la connaissance des approches. Mais par contre, je voulais répondre à ce qui a été dit précédemment, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il ne faut pas rabattre le désir des élèves, leur désir d'excellence. Moi, ce que m'a appris, enfin, j'ai enseigné tout mon parcours de prof en Seine-Saint-Denis, dans différents endroits, et ce que j'ai appris, c'est que les élèves nous indiquent, après, quand on continue à avoir des nouvelles d'eux, que peut-être parfois leurs parcours sont plus, sont moins linéaires. Ils ne prennent pas toujours les voies royales pour arriver à leur fin, mais ils y arrivent quand ils le souhaitent. Et je crois surtout que notre boulot, c'est pas de rabattre leurs exigences, mais de les accompagner vers l'excellence quand ils le souhaitent. Et l'excellence, c'est pas seulement les grandes écoles. Oui, ça passe par la fac, mais ça passe aussi par des tas de chemins détournés. Mais j'ai plein de cas comme ça, oui, d'élèves, des fois qui ressurgissent 10 ans après, qui me disent, mais grâce au fait que vous avez dit, il n'y a pas que la fac pour nous, et qu'on nous disait tout le temps, c'est la fac, et ne cherchez pas plus haut, plus loin, ils sont arrivés à leur fin. Je pense à un architecte, il n'y a pas très longtemps, voilà, mais beaucoup de cas. Donc je pense que voilà, il ne faut pas leur dire non, mais c'est juste... Non, vous avez raison, je me suis mal exprimé, je pense que c'est le mot excellence qui me gêne. Mais voilà, je pense que vous avez raison, l'idée c'est de donner le plus de chances possible à ne pas faire comme combien de ces enfants d'immigrés que j'ai interviewés, combien d'entre eux m'ont dit, voilà, en troisième il y a une prof qui a dit le lycée général c'est pas pour vous, vous c'est le LEP parce que vous êtes, voilà. Donc je pense qu'effectivement ce schéma-là il faut pas le faire, il faut effectivement trouver des solutions pour élargir les horizons des possibles. Oui, toujours pour continuer sur la même lancée, je pense qu'effectivement, que les familles d'origine immigrée souhaitent que leurs enfants visent au plus haut, veuillent être médecins, etc. Parce qu'effectivement, il y a une représentation sociale des métiers. Et je pense qu'elle est importante. Et je pense que ce sont c'est comme ça, qu'en tous les cas, qu'ils visualisent. Mais c'est pas gênant, c'est à nous. Et là, ce sont les professionnels de l'éducation nationale qui doivent accompagner les familles. Enfin, toutes les ambitions peuvent être ouvertes, mais c'est le comment. C'est-à-dire que les familles, elles n'ont pas, comme vous le dites, pas plus que leurs enfants, les codes scolaires, mais elles disent énormément de choses sur la volonté de réussite, en tous les cas, mais c'est montrer que cette réussite, quel est le chemin que je prends pour aller à la réussite. Tu veux faire ça? Très bien. Alors, comment on y va? Tiens, est-ce que tu t'es renseigné? Comment tu fais, en fait? Et comment tu peux faire aussi? Et comment votre enfant, comment vous-même, vous pouvez vous placer? Donc, je pense que c'est à nous à donner des clés. On n'est pas là pour dire, effectivement, l'école fait suffisamment de travail de classement, de tri, enfin, tout ce qu'on veut. Mais, effectivement, c'est comment nous, on fait ce pas de côté pour être quand même, effectivement, pour garder à l'esprit une part de justice sociale, quand bien même, effectivement, on participe du tri social. Juste en termes pédagogiques, alors il se trouve que je suis désolé pour ceux qui détestent, mais moi je suis très amateur de sport et de foot. Je donne toujours l'exemple de Zidane. Parce que Zidane, il détestait l'école, c'était un cancre absolu. Vraiment, il n'en parle jamais. Moi j'ai lu les 3 biographies de Zidane. Il y en a 3. Tout. Et en fait, il n'en parle jamais. Et tout d'un coup, comme je suis abonné à l'équipe, 10 € par mois, dans l'équipe magazine, il y a 3 ans, il est diplômé de l'école de Limoges, qui est un Master 2, et parce qu'il était grand joueur de foot, on lui donne la clé d'entrée, et il fait ses 2 années de Master, et il sort dans les premiers, et là il fait un entretien génial dans l'équipe magazine, où à 42 ans, lui qui était un taiseux de première, si les joueurs de foot ne parlent pas, c'est parce qu'ils se sentent complètement illégitimes à prendre la parole, parce qu'ils sont là pour taper dans le ballon, comme vous le savez, et pas pour répondre aux journalistes. Mais lui, 20 ans plus tard, c'est une très belle histoire, 20 ans plus tard, lui qui était complètement taiseux, renfermé, hyper timide, craignant les journalistes, muni de ce
titre de Master 2 de Management du Sport de Limoges, il devient un autre homme. Voilà, donc je donne cet exemple-là pour montrer effectivement que, comme dirait Elias, jeu est un processus, les gens changent, et ça, je pense que c'est très important, c'est ce que vous avez dit aussi, madame, effectivement, les parcours différents, etc. Parce qu'effectivement, on en parlait ce matin, la comparaison avec l'Allemagne, où ils ont l'habitude à 19 ans, et nous, c'est 18 ans. Le vice premier de notre système scolaire, Durkheim l'a déjà dit de ce très très beau livre, je vous conseille ce livre que personne ne lit parce que le titre est imbitable, L'évolution pédagogique en France, c'est un livre magnifique de Durkheim, magnifique, qui était un cours d'agrégation aux agrégatifs. À l'époque, la troisième vie disait, ben voilà, pour être prof, il faut connaître le système scolaire. Donc Durkheim faisait un cours à la Sorbonne sur l'histoire du système scolaire français. Donc c'est un livre magnifique où il dit très bien qu'effectivement, le culte de la précocité scolaire, tout ça est lié à nos classes prépa. Voilà. Non seulement il faut avoir l'X, mais c'est encore mieux à 19 ans. L'ENS, c'est bien, mais moi je l'ai eu à 19 ans, toi tu l'as à 21 ans, etc. Voilà, donc ça pervertit tout notre système, parce qu'effectivement, vous l'avez tous dit ce matin, voilà, c'est la course, le modèle des classes de 8h à 18h, jamais de temps de respiration, etc. Puisqu'on est là dans une réflexion utopique et idéaliste, bien évidemment, la reconquête, c'est du temps pour vous et pour vos élèves, mais on est prisonnier de ce système scolaire qui a quand même 5 siècles d'existence, puisque Durkheim dit que le chapitre sur l'école des jésuites est génial, parce que vous lisez le chapitre sur l'école des jésuites, c'est les prépas des grandes écoles, et c'est l'article de Bourdieu, La noblesse d'État, 4 siècles, voilà, il y a une homologie extraordinaire entre ce que Durkheim a dit sur l'école des jésuites et ce que Bourdieu a dit sur les grandes écoles un siècle plus tard. Donc lisez Durkheim. Franchement, c'est un grand bonhomme. Il est discrédité aujourd'hui parce qu'on dit il est au lit, ça, mais c'est vraiment un grand bonhomme. Alors, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, et surtout sur le dernier mot de ma collègue Mme Amgar, l'excellence, oui, mais l'excellence à tous les niveaux. On l'a dit déjà en avant. Moi, je pousse régulièrement. Maintenant, j'étais enseignant avant, j'étais chef d'établissement aussi en collège. Et déjà, à l'époque, j'ambitionnais, je poussais mes élèves en leur disant tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être pilote d'avion. Moi-même, je ne le suis pas. Et l'idée d'être, par exemple, boulanger, ben, en fait, et c'est aller vers l'excellence du boulanger, vous l'êtes plombier, aller vers l'excellence du plombier, etc., etc. Donc j'ai toujours essayé de pousser le maximum nos gamins, nos élèves, à toutes les ambitions, que ce soit aussi l'excellence du pilote, de l'excellence du médecin. Mais voilà, il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Et on recherche des boulangers, des charcutiers dans toutes les villes de province. Vous savez très bien qu'on recherche des métiers de bouche. Il y a une énorme pénurie d'emplois. Complètement. Et l'idée derrière tout ça, c'est effectivement de motiver tout le monde et de leur expliciter, et surtout de les amener à apprendre les codes de l'éducation nationale. Les codes, pour prendre mon exemple propre, moi je m'y retrouve tout à fait hein, dans vos histoires, dans votre livre, avec ce que vous avez pu écrire. Et parce que ouais, je suis effectivement enfant d'ouvrier, né dans les bidonvilles de Nanterre, grandi dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. Et pour arriver où j'en suis, ça a été très compliqué. Et c'est très compliqué, et c'est pour ça que je me suis vraiment ancré dans l'éducation pour donner la chance à nos jeunes, à nos élèves issus, parce que je sais d'où je viens, et j'essaie de les accompagner au mieux. Et je suis franchement très fier d'être dans un plan comme le mien, Germaine Tillon, avec des équipes formidables et qui poussent à ces ambitions et qui essaient d'ouvrir les portes à tout le monde, au moins de leur donner les codes de l'après-bac, parce que nous, l'objectif, c'est pas que le bac, c'est l'après-bac, qu'est-ce que vous allez devenir et vers quoi vous voulez aller. Et moi, c'est pour ça que je voudrais en témoigner, il existe dans ce pays ce qu'on appelle le plafond de verre. Il existe encore, malheureusement, voilà, il faut le dire, hein, et je voulais m'en exprimer, parce que pour en arriver à mon niveau, c'était compliqué. Beaucoup d'études, de master, voilà, un DESS à l'époque, il existait encore. Ensuite, j'ai dû rajouter un master 2 pour me prouver à moi-même que j'étais capable de. Parce que avant, heureusement que j'ai eu quand même des enseignants, et c'est pour ça, c'est la force commune de l'éducation nationale. J'ai quand même été accompagné par des enseignants quand j'étais au lycée qui m'ont poussé alors que j'étais en
en filière technologique à l'époque. Il dit ne t'arrête pas, crois toujours en ce que tu veux faire et va vers ce qui t'attire et vers ce que tu as envie de faire. Il ne baisse jamais les bras malgré les bâtons qu'on va te mettre dans les roues, parce que j'en ai croisé des chemins un peu compliqués. Mais j'ai pu m'accrocher à ça parce qu'on m'a encouragé, parce que des équipes enseignantes, des enseignants précis, je ne vais pas citer là, mais qui m'ont poussé à, et j'ai envie de dire merci à tous ces enseignants. Merci à mes enseignants qui travaillent aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on donne de la motivation et de l'envie à nos jeunes pour aller plus loin. Mais voilà, et puis une de mes questions, c'était comment pallier à ce fameux plafond de verre pour expliquer à nos jeunes que malgré ça, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est une grande question. Je n'ai pas la prétention de répondre vraiment directement, mais je vais répondre par la bande, parce que ce matin, dans l'atelier, on a parlé de ça. Quelque chose d'essentiel. Certains enseignants ont dit, à juste titre, vous formez des élèves, ils ont leur bac, après ils partent ici ou là, et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Moi, je pense que ça devrait être une obligation statutaire. Alors, bien sûr, vous allez me dire encore un truc en plus, mais il faudrait que les lycées puissent mettre à jour, je sais pas, mobiliser les assistants pédagogiques, etc., un tas de trucs pour qu'on sache, année après année, sur 3 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Parce que je reste persuadé que ce serait statistiquement les données, effectivement, certains ont pu se planter, comme pas mal se plantent après la première année parce qu'ils sont mal orientés, etc., mais après ils vont raccrocher les branches en faisant ci et ça, et je pense qu'en termes de projection dans l'avenir, si on a des bonnes statistiques, mais malheureusement, le ministère ne sort pas ces statistiques, alors qu'elles sont essentielles. La statistique du post-bac, on n'a pas l'équivalent du panel de la DEP, qui est de 6e jusqu'à la terminale, on n'a pas l'équivalent aussi précis après. Et pour les lycées, je pense que ça devrait être, on pourrait dire, un baromètre très très précieux, à la fois pour vous, chefs d'établissement, les enseignants et les élèves. Voilà, vous faites ci, voilà. Par exemple, aujourd'hui, vous savez sans doute, à cause des séries télé, etc., il y a une inflation de demandes des études de droit. Le droit, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, le droit c'est comme subtil, mais voilà, si on montre que voilà, on a quand même des taux d'échec assez forts en droit, bon voilà, on peut dire c'est bien le droit, mais il faut vraiment être sûr de vous, il faut faire ci et ça. Si on avait ces statistiques-là, on pourrait, à mon avis, un peu mieux guider les élèves sans les décourager, parce que je pense que votre remarque est juste. Il ne s'agit pas de rabattre les ambitions des élèves, il s'agit de pouvoir ajuster leurs capacités aux résultats attendus et qui sont objectivés par ces résultats statistiques. Donc, par exemple, voilà, je pense que si j'étais ministre, mais je ne le suis pas, je suis bientôt en retraite, cette question du baromètre, qu'est-ce que deviennent les élèves dans les lycées, dans chaque lycée, ça serait un baromètre très, très intéressant. Et même pour vous aussi, très porteur, pour dire, voilà, parce que vous avez des impressions, mais si vous pouvez les appuyer sur des chiffres qui disent le vrai, ça serait encore mieux. Voilà ma contribution au lycée idéal. Bien sûr. Bonjour Monsieur Beau, merci pour tout ce que vous avez dit. Moi j'ai une question concernant la vocation d'enseignant. Vous avez aujourd'hui, actuellement, depuis 2 mois, une grande mobilisation en Seine-Saint-Denis pour la défense de l'école publique. Et l'une des réponses que fait le gouvernement, c'est de dire on a une crise des vocations. Donc en fait, personne ne veut devenir enseignant, personne ne veut devenir assistant social dans l'éducation nationale, personne ne veut venir faire le psy, personne ne veut venir faire l'infirmière, personne ne veut venir faire le médecin. Bref, personne ne veut venir contribuer à ce service public. Et donc, ce n'est pas de la faute au ministère, ce n'est pas de la faute du rectorat, ben, c'est comme ça. Donc moi, ma question, elle est de savoir, selon vous, quelles sont les étapes qui ont contribué à ce que l'État, en fait, brise cette valeur sociale qu'avait ce métier, qu'ont tous ces métiers, et qu'ils avaient il y a encore peu de temps. Il y a encore peu de temps, devenir enseignant, c'était quand même quelque chose qui, dans toutes les familles, était absolument glorieux. Et aujourd'hui, comment vous expliquez qu'un étudiant à Bac plus 2, Bac plus 3, il ne se dit pas « je vais passer le concours » dans l'une quelconque des branches, de CAPES ou autre, ou du primaire, pour devenir enseignant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour refaire venir cette vocation ? C'est une
question centrale, merci de la poser. Je pense que c'est une question centrale qui me préoccupe parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas issu d'un monde enseignant. Au contraire, je suis devenu enseignant contre mes parents. Donc c'est un métier d'adoption pour moi. Donc je ne dirais pas que j'ai la vocation, mais je l'ai eu petit à petit. Et je pense que ça, c'est un point essentiel, c'est d'apprendre à quel point ce métier, comment on aime à devenir enseignant en enseignant soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre un peu à votre question, il y a bien sûr plein de facteurs. Quand j'étais prof à Nantes, je dirige une très bonne étudiante de sociaux qui faisait aussi de l'histoire. Et après la maîtrise, j'espérais qu'elle allait faire une thèse, un master, etc. Elle me dit non, je veux devenir instit. Pourquoi instit? Pourquoi pas prof de SES? Non, parce que je veux rester dans le coin. Déjà, la question, quand on est prof de secondaire, comme vous le savez, vous êtes à Marseille, vous allez enseigner à Metz ou en région parisienne. Donc il y a aussi des questions quand même, comme pour les policiers, il y a des questions de statut. Un point essentiel, c'est bien sûr la dévalorisation sociale, qui passe par, bien sûr, la fameuse courbe de Chancel sur le déclin très fort du salaire des enseignants. Les enseignants, on a beau dire c'est un métier de vocation, à un moment donné, fuck la vocation, hein, parce que c'est vraiment devenu très mal payé. Et ça, je pense que les élèves le savent. Troisième chose, malheureusement, Samuel Paty, etc. Voilà, ça, je pense que c'est un traumatisme non pas fondateur, mais énorme. Savoir qu'on peut risquer sa vie en étant enseignant. Vous êtes enseignant, vous le savez sans doute, comment vous avez vécu ça. Moi aussi, j'ai vécu ça, ma femme est enseignante. Voilà, c'est un immense traumatisme. Donc, on est mal payé, les conditions de travail ne sont pas terribles. Bon, alors, comme disait le marchand de primeurs avant, en tout chez moi, dans le deuxième, oui, il blague avec ma femme, oui, les 3 journées de prof, juillet, août, septembre, tout ça, c'est fini. Hein, les 3 mois de vacances. Donc, aujourd'hui, on est face à un cumul. Donc, effectivement, là, il faut vraiment une action volontariste. Donc, effectivement, il y a certains d'entre vous peut-être l'ont connu, mais là, on a créé les IPES. Moi, je passe mon temps à dire à Sciences Po Lille, heureusement, on a une très bonne prépa CAPES et Agrég. On arrive à détourner des élèves de Sciences Po Lille qui pourront faire 50 000 autres choses, consultants, etc., payer 3 fois plus, vers les métiers d'enseignement. Là aussi, il y a une vraie responsabilité des enseignants. Il faut, quand les enseignants du supérieur, aujourd'hui, les facs d'histoire, par exemple, alors qu'avant, il n'y avait aucun problème. C'était concours très sélectif. Maintenant, une partie des historiens veulent faire l'archiviste, surtout pas devant des classes. Parce qu'on a tellement dévalorisé le métier. Là aussi, je pense que c'est très important de faire des bons documentaires, pas que des profs bordélisés. Moi, je voulais, en blaguant, ma femme a pris certaines années, j'avais une amie documentariste, je vais faire un documentaire avec elle pour qu'elle raconte, comme pour Madame Hoffman, qu'est-ce que c'est qu'un prof qui part en retraite, la dernière année d'un prof qui part en retraite, toutes les satisfactions, les élèves qui viennent dire merci, les merci renouvelés. Je pense que ça, on ne voit jamais la face positive du métier. Tous ces élèves qui vous envoient des mots à la fin de l'année, que vous gardez le contact dans 5-10 ans, tout ça, c'est pas connu. Et donc, pour donner de l'attrait à ce métier, bien sûr, il y a la question matérielle, mais aussi la question symbolique. C'est un métier où, comme on dit aujourd'hui, la plupart des métiers ont perdu leur sens. Il y a un vrai sens à être enseignant. À voir grandir des élèves intellectuellement, à les voir s'améliorer, à les voir progresser, à les accompagner. Il n'y a pas tant de métiers, quand on dit le plus beau métier du monde, à ce niveau-là, c'est vrai, mais voilà, aujourd'hui, il y a tous ces obstacles. Donc, ça, voilà, il faudrait créer une commission d'enquête, ou je ne sais quoi, pour dire une mission de revalorisation du métier d'enseignant, parce que je pense que c'est très important. Parce qu'autrement, on va dans le mur. Le système français a tenu aussi. Si on a produit tous ces polytechniciens qui vont vendre leur âme à Berkeley et ailleurs pour être traders, bon voilà, c'est malheureusement, mais ils sont devenus polytechniciens parce qu'il y avait des profs de maths et de physique qui tenaient la route en seconde, première terminale et sans doute avant. Et bravo à eux et à elles. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci.